Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de Oiseaux Bondissants, agence de production audiovisuelle pour la nature et les paysans. Dans cette émission audio, on donne la parole à ceux qui font vivre et évoluer ces thématiques. L'épisode d'aujourd'hui est la suite de notre entretien avec l'agroécologue Marc Dufumier. Je vous conseille donc fortement d'écouter d'abord la première partie de cette interview, dans laquelle il nous parle en détail de l'histoire de notre agriculture européenne depuis la Seconde Guerre mondiale et des influences des politiques agricoles occidentales sur les pays du Sud. On y discute de l'organisation de la PAC, la politique agricole commune européenne, et des formidables leviers que les États pourraient développer grâce à elle pour une agriculture durable et la protection de l'environnement. On est très fiers de ce précédent épisode, très enrichissant avec une personne qu'on apprécie beaucoup. Alors je vous invite vraiment à aller l'écouter jusqu'au bout. Pour cette deuxième partie d'entretien, nous abordons la notion de confiscation du vivant, avec l'appauvrissement de la diversité des variétés végétales utilisées dans l'agriculture. Nous discutons également des perspectives d'avenir et de la possibilité de nourrir 10 milliards de personnes avec des pratiques s'apparentant à l'agroécologie. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Et maintenant, bonne écoute. Il y a une autre question en rapport avec l'agroécologie, c'est ce que vous appelez la confiscation du vivant. C'est-à-dire que de plus en plus, la diversité variétale des espèces cultivées, elle diminue. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien volontiers. Donc là, si vous allez sur un des meubles, là, je crois qu'il doit y avoir quelques épis de maïs population multicolores. Ah ben non, je crois qu'ils sont peut-être pas là. Mais enfin, en tout cas, et du coup, maïs multicolore, c'est un maïs population, comme on dit, et où l'agriculteur, il peut semer, et il va récolter, et quand il va chercher les semences pour l'année d'après, il va chercher ces semences sur, évidemment, les plus beaux plants. Il va prendre les plus beaux épis, et dans l'épis, il va choisir les plus beaux grains. Et quand je dis les plus beaux, c'est-à-dire les critères de sélection, c'est lui qui décide. C'est pas l'agronome. Alors évidemment, il est hautement probable que l'agriculteur ait cherché ces semences sur les plants qui n'ont pas été attaqués par les insectes, et il est hautement probable du coup que les semences qu'il va récolter, génétiquement parlant, portent des gènes de tolérance aux insectes, agents pathogènes et herbes du coin. Après, il choisira de la couleur qu'il veut, et du coup, il choisira peut-être multicolore, et il y aura encore de la multiculture. Ça, le choix de la couleur, c'est pas ça qui importe. La tolérance aux insectes ravageurs, agents pathogènes et mauvaises herbes, ça, c'est astucieux. Ce type de semence, ce type de sélection, on appelait ça sélection massale dans le jargon des agronomes, on dit aujourd'hui sélection paysanne, c'est des gens qui, à chaque fois, pour la saison d'après, décident eux-mêmes des critères de sélection, opèrent eux-mêmes la sélection et replantent en fonction de critères qui sont les leurs. Et ça permet, sur tous les autres caractéristiques qui ont peu d'importance, par exemple la couleur du grain, ça permet de maintenir une très grande biodiversité, une très grande biodiversité génétique. Cette sélection massale, elle n'est pas que sur les maïs, elle est sur des blés, elle est sur d'autres plantes. Elle a survécu pendant très longtemps. Mais quand justement est arrivé l'agronome normé qui a commencé à sélectionner toutes choses égales par ailleurs et définir un nombre limité de variétés améliorées dont on garantit que 95% des fois dans les expériences elles donnaient un rendement supérieur, il n'y avait plus qu'un seul critère de sélection, le rendement. Et on a découvert évidemment que le rendement, c'était le rendement sans insectes, parce que c'est dans les conditions sans insectes, sans nématodes, sans araignées, sans herbes adventices que ça a été sélectionné. Et on a qualifié ça d'amélioré. Et pour les compagnies semencières, alors au départ c'était la recherche publique, mais ensuite ça a été la recherche privée, et bien évidemment il a fallu, alors on n'a pas breveté, ça les brevets c'est aux États-Unis, mais de mettre évidemment des clauses quand même sur le fait que l'agriculteur devrait réacheter régulièrement ses semences. Alors avec un maïs hybride, ça c'est d'emblée. Le maïs hybride, qu'on dit hybride, alors on pourrait penser que hybride c'est métis, oh là là, il ne va pas y avoir de consanguinité, c'est génial. Pas du tout, parce que l'hybride justement c'est deux lignées totalement pures qu'on hybride au dernier moment. Et si l'agriculteur utilise l'hybride, qui sera peut-être à haut potentiel de rendement, s'il utilise sa récolte pour les semences de l'année d'après, alors je ne raconte pas après, vous aurez des plants
qui ont les gènes de l'un, des plants qui ont les gènes de l'autre. C'est rien à voir, un mélange incroyable. Donc déjà, l'hybridation, la vente de semences hybrides, était une façon déjà d'obliger les agriculteurs à réacheter leurs semences tous les ans. Mais sur des plantes qu'on dit plutôt qui s'autofécondent, c'est moins facile de faire ça. Et du coup, il a fallu s'inventer des normes, donc, et des normes sociales destinées. Les agriculteurs n'auront pas le droit, ils auront peut-être le droit de réensemencer des graines de leur propre récolte, mais que pour eux. Pas l'échanger, pas le commercialiser. Et seuls pourront faire l'objet d'échanges et de commercialisation des variétés inscrites au catalogue des semences. C'est 1941, c'est à l'époque du régime vichiste que ça a été établi. Le GNIS, qu'on appelle peut-être encore aujourd'hui le groupe, on l'appelait autrefois groupe national interprofessionnel des semences. Je pense que maintenant, ça porte le même nom. Qu'importe. En tout cas, c'est lui qui vérifie tout ça et seuls peuvent être commercialisés. Et ça, c'est clair, c'est pour qu'il y ait un faible nombre de variétés soumises à la vente et ça permet d'amortir les coûts de la recherche agronomique pour les compagnies semencières. C'est le taux de profit de la compagnie semencière et on a privatisé le vivant. Soit par l'hybridation, soit par des normes faites que les agriculteurs n'ont pas le droit d'échanger. Ils ont le droit de réensemencer, mais ils sont quand même obligés de payer une contribution, contribution volontaire obligatoire d'ailleurs, qui porte un nom assez étrange, puisque cette semence, elle est quand même certifiée, quoi. Elle est issue d'une variété certifiée, c'est le nom de la variété qui est certifié. Mais oui, on a progressivement privatisé le vivant, et du coup, nos agriculteurs disposent d'un nombre quand même assez limité, même si dans le catalogue, il y en a beaucoup, mais sur les catalogues, pour le blé, je vais vous dire, une dizaine de variétés qui font 80% des surfaces en France, pas plus. Mais il existe une alternative à ces semences qu'on ne peut pas réutiliser après sa récolte. Oui, mais socialement et politiquement, il faut aussi bien qu'à l'échelle européenne qu'à l'échelle française, on change nos directives et nos lois et nos décrets, absolument. Il y a eu quelques petites inflexions quand même récemment, en permettant à des gens quand même aujourd'hui. Et de nouveau aujourd'hui, je vais vous dire, c'est de nouveau la désobéissance civile, c'est Cocopelli et le réseau Semences Paysannes. Oui, non, c'est dramatique. C'est scandaleux qu'on soit contraint, alors que même aujourd'hui, dans les instances très haut placées, pas seulement dans la société civile, mais les politiques, je crois qu'il y a des gens qui sont déjà convaincus qu'il faudrait diversifier notre système de production, diversifier l'accès à une plus grande biodiversité des espèces domestiques. Je crois que beaucoup de gens sont déjà convaincus de ça. On a du mal à sortir des normes. Les lobbies sont encore très puissants, oui. Pour illustrer, vous donnez dans une interview, il me semble que depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait 600 variétés de blé tendre et qu'aujourd'hui, on n'en a plus qu'une vingtaine d'utilisées. Oui. Oui. D'accord. Ce qui est au catalogue, il y en a plus qu'une vingtaine, mais il n'y en a qu'une vingtaine d'utilisées. Ouais. Une autre thématique. En 2009, l'IAASTD, donc un groupement de scientifiques international, a rendu un rapport disant qu'on pourrait nourrir avec des pratiques qui s'apparentent à de l'agroécologie 10 milliards de personnes sur Terre. Donc est-ce que les pratiques que vous mettez en avant, est-ce qu'elles permettront un jour de mettre fin à la faim dans le monde ? Alors la réponse, la mienne, elle est catégoriquement oui, mais c'est la réponse aussi de ce groupe IASTD. Je crois que c'est 120 experts à vérifier le nom du nombre de gens qui ont été sollicités pour rédiger ce document, de plusieurs nations, et qui ont, un peu comme pour le GIEC, relu toute une série de revues à comité de lecture, donc fondées, etc., et en ont fait une synthèse. Un peu comme il y a 31 ans, le GIEC sortait son premier rapport d'étude du climat et nous prédisait le réchauffement climatique. Et donc ce groupe d'experts IASTD a publié, effectivement, il y a 11-12 ans, ce document, qui est un véritable argumentaire scientifique, capable de démontrer qu'on ne manque pas de rayons du soleil, on ne manque pas de carbone dans les gaz carboniques, on ne manque pas d'azote de l'air, il y a des éléments minéraux qui sont altérés en sous-sol et qu'il y a des formes d'agriculture qui sont capables de produire bien plus à l'hectare, et notamment dans les pays déficitaires, que dans les pays déficitaires aujourd'hui, pour peu que l'on gère correctement l'eau, parce qu'ils insistent aussi beaucoup évidemment sur la gestion de l'eau dans ces questions-là, et allonger la durée de la transpiration de la photosynthèse, comme je disais tout à l'heure, et bien qu'il est parfaitement possible, notamment dans les pays déficitaires, d'accroître et les rendements et les valeurs ajoutées. Et puis, dans un pays comme la France,
Effectivement, le passage au bio, dans un grand nombre de cas, se traduit par de moindres rendements. Mais comme on diminue les coûts en engrais de synthèse et ce genre de choses, on accroît la valeur ajoutée. Donc il ne faut surtout pas transposer à l'échelle mondiale ce constat qui fait que quand on passe d'une agriculture industrielle à une agriculture biologique en France, ça se traduirait par une baisse de rendement et l'étendre au monde entier. Ça, c'est complètement faux. En France, on peut se permettre de produire moins des produits bas de gamme qu'on exporte à bas prix en faisant le plus grand tort aux pays du Sud. Et avec moins d'intrants de synthèse, engrais de synthèse, et pesticides et moins de carburant, eh bien, nous aurons une valeur ajoutée à l'hectare avec des rendements moindres, mais des coûts encore moindres. Je veux dire, un blé compétitif en France, ce n'est pas un blé à 90 quintaux. C'est un blé à 50 quintaux fertilisé avec de la luzerne. Sachant que ce blé fertilisé avec de la luzerne nous évite des importations de soja, des importations de gaz naturel russe. Le grand danger aussi dans la comptabilité nationale en France, quand on parle du revenu agricole et quand on parle de la balance commerciale agricole française, c'est que l'importation des engrais azotés de synthèse et du gaz naturel russe n'apparaît pas dans la balance agricole, il apparaît dans la balance énergie. Et du coup, on oublie que notre agriculture, il y a des coûts qui n'ont pas été comptabilisés. Donc ça, il faut arrêter avec ça. Il faut redevenir systémique et regarder l'ensemble des tableaux. Voilà. Mais du coup, il est clair que dans les pays du Sud, et y compris quand je montre des photos, vous êtes au Mali, vous êtes au Niger, sous le parc arboré d'un arbre qu'on appelle le Federbia albida aujourd'hui, on l'appelait Acacia albida autrefois, mais donc une légumineuse, le rendement du mil et du sorgho est entre 2 et 3 fois supérieur sous la frondaison de l'arbre que là où il n'y en a pas. Et ceci sans aucun intrant de synthèse. Mais cet arbre a une racine profonde, il va aller chercher l'eau en profondeur en saison sèche, c'est-à-dire il continue la photosynthèse avec des feuilles vertes en saison sèche. C'est une légumineuse, il intercepte l'azote de l'air. Il perd ses feuilles en début de saison des pluies, donc il ne fera pas trop d'ombrage au mil et au sorgho. La feuille est riche en carbone, photosynthèse, azote, c'est une légumineuse, bon dosage carbone-azote, ça tombe à terre, ça fabrique de l'humus retient l'eau, ça tombe bien, on est dans un climat semi-aride. Et du coup, le maïs et le sorgho, rendement 2 à 3 fois supérieur. Et comme avec son enracinement profond, il a été chercher des éléments minéraux en profondeur qui se sont retrouvés dans la feuille, la feuille morte est tombée, a apporté des éléments minéraux qui étaient en sous-sol. Donc cet arbre, il répond au principe de l'agroécologie. Et les mil et les sorgho sous son ombrage ne souffrent pas trop d'ombrage parce que justement, les feuilles sont tombées. Bon, ça, je vais vous dire, c'est une invention paysanne, c'est pas une invention d'agronome, mais la vraie question, c'est les conditions à réunir pour que ça puisse s'étendre. Et là, on est sur agriculteurs, éleveurs, parce que c'est un arbre fourrager aussi, qui sert à l'alimentation des animaux, des éleveurs nomades ou semi-nomades. Donc, c'est riche en protéines en fin de saison sèche. Donc, c'est le meilleur moment. Enfin, je veux dire, l'apport en protéines en fin de saison sèche, alors que tout est des ligneux à ras du sol, etc. Pour les éleveurs, c'est génial, quoi. Et en plus, les agriculteurs mangent la gousse. Et c'est en traversant dans le tube digestif de l'animal que la dormance de la graine du Federbia albida est levée. Résultat, c'est que c'est les éleveurs nomades ou semi-nomades qui réensemencent les terres agricoles en un arbre fertilisant. Mais moi, réconcilier agriculteurs et éleveurs dans des conditions comme ça, si on y avait pensé plus tôt, on n'aurait peut-être pas envoyé Barkhane. Je veux dire, parce que ces guerres civiles, soit ethniques, soit dites religieuses, c'est une instrumentalisation par des chefs de guerre de petits conflits du quotidien, de gens qui n'ont peut-être pas les mêmes religions, mais surtout, et les uns sont éleveurs nomades, les autres sont agriculteurs sédentaires, mais trouver des solutions gagnant-gagnant qui relèvent de l'agroécologie, même dans des conditions très difficiles aujourd'hui où on a faim, oui, c'est possible, j'insiste. Et l'IASTD, c'est pas seulement Marc Dufumier qui parle, la faut être très clair, je suis pas d'abord seul à plaider pour l'agroécologie en France, ça va de soi, mais l'IASTD est déjà un des premiers rapports il y a 11 ans, et ça, c'est vraiment multinational, c'est-à-dire c'est vraiment une synthèse de revues à comité de lecture à l'échelle internationale, un peu comme le GIEC, et ça devrait être pris en considération. Ce que veut dire l'acronyme IAASTD, je ne serais pas capable de vous le dire aujourd'hui, mais tout le monde peut regarder aujourd'hui sur Internet, et vous avez y compris des versions françaises de ce rapport, donc c'est accessible au plus grand nombre. Lors du G7 à Biarritz, le président Macron a dit qu'il fallait retourner à une souveraineté protéique de l'Europe. Est-ce que ça apporte de l'eau à votre moulin et est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à un certain protectionnisme pour notre agriculture et à ralentir un petit peu les échanges mondiaux? Alors il est très clair que dans mon discours, depuis le moment où au contraire on a continué la politique des prix et ensuite des subventions favorables aux premières productions et pas aux protéagineux, moi ça fait donc des décennies que je plaide pour la réintroduction en France de plantes de l'ordre des légumineuses
capable, avec l'aide de microbes, d'intercepter l'azote de l'air, de fabriquer des protéines végétales, que ce soit pour notre alimentation animale ou l'alimentation humaine, et de contribuer à la fertilisation des sols en azote par la voie biologique, qui fait que la betterave, le blé, le tournesol, le colza qui va suivre, sera fertilisé en azote, sans engrais azotés de synthèse, sans importation de gaz naturel russe, sans émission de protoxyde d'azote. Nous retournerions une souveraineté protéinique, effectivement, ce qui, d'ailleurs, je vous l'ai dit, ne fait pas du tort aux Brésiliens. Les Brésiliens pourraient manger le soja qui est acheté par nos cochons, parce que nos cochons sont plus riches que les Brésiliens des bidonvilles, parce que les usines d'aliments du bétail sont solvables, et les Brésiliens des bidonvilles. Donc je plaide depuis des décennies pour une souveraineté protéinique, et je prétends que ce discours n'est pas du franchouillardisme, nationalisme bête et méchant. Et pour jusque des dates très récentes, vous avez cité la date du G7, ce que je racontais était quasiment inaudible. J'ai quand même le souvenir que Michel Barnier, au moment du Grenelle de l'environnement, avait été quand même demandé à Bruxelles la réorientation de certaines subventions pour un tout début de subventions couplées avec les protéines végétales. Ça n'a pas duré longtemps. Quand l'environnement commençait à bien faire, on a changé de ministre, c'était plus Michel Barnier, c'était Bruno Le Maire. Tout ça est tombé en désuétude. Et puis effectivement, j'ai le souvenir, de plus c'est assez rare, c'était en direct, je regarde la télévision, c'était après le G7, et voilà qu'il y a une interview, je crois que c'est sur France 2 à vérifier, ça devait porter sur le G7, mais finalement, comme il y avait déjà les gilets jaunes, les plans retraite, etc., la discussion portait sur autre chose, et puis au dernier moment, l'intervieweuse est réintervenue sur, mais là au G7, quand même, Bolsonaro, il n'a pas été sympa, quoi, hein. Il a dit du mal de Brigitte. Ce qui était évidemment tout ce qui préoccupe les Français. Et là, j'ai vu le président Macron dire oui, c'est scandaleux. Et d'ailleurs, au Brésil, ce n'est pas un régime fondamentalement démocratique. Et puis, je vais vous dire, il nous faudrait quand même en France que nous fassions un plan protéines, que nous retrouvions notre souveraineté protéinique. Alors, je me dis, tiens, ça y est, j'ai l'impression d'être entendu. Il faut donc que Bolsonaro injurie Brigitte, parce qu'il a dit le plus grand mal de Brigitte, pour que le président dise il nous faut retrouver notre souveraineté protéinique. Il rajoute, plus surpris encore, nous ne pouvons pas signer les accords du Mercosur. Alors je me dis, alors ça je ne croyais pas qu'on pouvait gagner si tôt. Ça fait tellement longtemps qu'on plaide pour qu'on puisse mettre des protections aux frontières, et notamment donc sur le soja, etc. Il ne faut pas signer. Alors sauf que, après un temps de virgule, j'entends dans l'État. Alors je me suis dit, ah bon, donc on va changer un point virgule, et il va signer les accords du Mercosur. Là, donc de nouveau déçu. Mais les propos après, c'était il nous faut trouver une souveraineté protéinique. Alors il n'a pas dit avec des légumineuses, attention, parce que vous avez des gens à la FNSE qui disent non, monsieur Dufumier, notre souveraineté protéinique, c'est l'agro-diesel. Parce que notre colza, on fait avec l'huile, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un agrocarburant, mais avec le résidu azoté, on fait un tourteau de colza qui nous évite des importations d'engrais azotés de synthèse. Sauf qu'on oublie de dire que l'azote de ce tourteau, c'est de l'azote de l'air, certes, mais qui a servi à fabriquer un engrais azoté de synthèse, qui a émis beaucoup de protoxyde d'azote, qui nous a coûté soit en importation d'engrais de synthèse, soit en énergie fossile. Donc vous avez des gens qui arrivent à détourner l'argument souveraineté protéinique en disant oui, le tourteau de soja et les agrocarburants. Non, il faut être clair, c'est les légumineuses. C'est par la voie biologique qu'on va intercepter l'azote de l'air français, et l'énergie qu'on va utiliser pour ça, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie de la photosynthèse qui aide à fabriquer la protéine et pas de l'énergie fossile et sans émission de protoxyde d'azote. Donc j'aimerais bien aujourd'hui, qu'on ne signe pas les accords du Mercosur, je ne dis pas en l'état, mais qu'on ne le signe pas. Et plus encore, je vous dis tout de suite, ça date du Grenelle de l'environnement. C'était la conseillère principale de M. Borloo, qui était ministre de l'écologie et du solidaire, j'ai plus en mémoire le titre exact, qui m'avait dit à un moment, dans les débats, Grenelle de l'environnement, il y a quand même eu des débats, mais M. Dufumier, on ferait ce que vous dites là, de mettre des droits de douane sur l'importation de soja. L'argument qu'il faudrait mettre en avant, ce n'est pas l'argument transgénique. L'argument, c'est le protocole de Kyoto, l'effet de serre. Parce que vous avez raison, contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique et respecter nos engagements pour l'atténuation du réchauffement climatique, c'est effectivement moins émettre de protoxyde d'azote. Et pour l'agriculture française, le protoxyde d'azote, donc le gaz qui est émis quand on épand les engrais azotés de synthèse, c'est pour 51% de la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Pour la seule agriculture, j'entends, c'est pas vrai pour l'industrie. Mais pour l'agriculture, c'est là-dessus qu'il faut miser. Et il n'y a pas 36 solutions, c'est les légumineuses. Et du coup, moins de consommation d'énergie fossile, qui, ceci étant, fabriquer l'engrais azoté de synthèse, ça émet aussi le gaz carbonique, et ensuite, moins d'émissions de protoxyde d'azote.
Donc là, on a un argument. Et les traités internationaux, genre le protocole de Kyoto, dans la hiérarchie des droits internationaux, ça prévaut sur les gentlemen agreements, c'est-à-dire sur les accords commerciaux. Et donc l'Europe, parce qu'il faudrait que ce soit l'Europe, dénonce les accords antérieurs, je ne parle pas, c'est pas les Mercosur, c'est les accords ça y est, m'échappe, 1992, comment on appelle ça? Ou quand on s'est avec Marrakech et autres, les accords pas de Doha, un accord commercial à l'OMC, dans lequel on s'est interdit effectivement de mettre des droits de douane au truc, on le dénoncerait. Alors il y aurait un procès à l'organisme des règlements des différends et ça, de l'OMC, et ça se passerait comme ça se passe toujours. Le procès à l'organisme des règlements des différends, c'est un marchandage. C'est un immense marchandage et du coup, on arrive à un consensus. Et là, elle était très ferme. Les juristes, à l'époque, étaient très fermes. Comme un accord international, un traité international, ça prévaut sur l'Gentleman Agreement, on aurait toutes les chances de l'emporter. Après 3 ans de négociation. C'est comme ça. C'est type genre jurisprudence nord-américaine. Et du coup, elle disait, oui, il faut demander à ce qu'on dénonce les accords de Blair House. Voilà, les accords de Blair House. On dénonce les accords de Blair House de 1992, on ne signe pas les accords du Mercosur, qui risquent d'être pires encore si on les signe, et nous aurons toutes les chances de l'emporter parce que nous sommes conformes à un traité qui prévaut sur des accords commerciaux. Qu'est-ce qu'on attend ? Voilà vraiment ma question. Et du coup, c'est bien les légumineuses. Et encore une fois, c'est pas faire du tort aux Brésiliens, j'insiste là-dessus. C'est pas du nationalisme étroit, bête et méchant. Récemment, dans une tribune du Monde, vous parlez de la PAC, donc la politique agricole commune, et vous dites « il ne faut pas prendre les paysans pour des mendiants ». Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, environ 20% des agriculteurs français perçoivent 80% des subventions de la PAC. Est-ce que vous avez des propositions pour que ce ne soit plus la course à des infrastructures, des fermes de plus en plus grandes pour avoir des primes à l'hectare ? Est-ce que vous avez des solutions alternatives ? Alors, dans la série, Marc Dufumier a toujours raison. Oui, j'ai des solutions. Vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez. Donc, il est clair, oui, que les paysans ne supportent pas d'être traités de mendiants. Et de fait, ils le sont, quand on regarde les revendications. Là, même en ce moment. Donc, les quelques revendications de la FNSEA par rapport à la réforme de la PAC, c'est ne pas mettre fin à nos subventions. Et ne pas les conditionner à des mesures environnementales, tatillonnes, insupportables. Alors moi, je crois qu'il faut arrêter ce cirque, effectivement. Vous avez besoin d'aide compensatoire à la baisse des revenus parce que vous êtes aligné sur les prix internationaux. Donc, on va vous aider. Mais évidemment, en proportion de ce que vous gagnez autrefois, ce sera proportionnel aux surfaces, d'où les inégalités considérables dans l'affectation de ces subventions. C'est-à-dire que les plus riches ont plus de subventions que les plus pauvres, ce qui est de plus une inégalité et c'est quand même difficile à supporter. Et du coup, on va désormais rémunérer le travail. Comment ? Écoutez, on négocie avec vous le paiement de services environnementaux. On sait que ça va être exigeant de travail. Vous séquestrez du carbone ? Je vous rémunère. Vous mettez des légumineuses ? Je vous rémunère. Vous installez des infrastructures écologiques ? Je vous rémunère par la voie contractuelle. C'est plus des aides conditionnées. C'est je négocie avec vous en fonction de la région. Qu'est-ce qui est le plus urgent comme service d'intérêt général ? Ce sera de séquestrer du carbone et d'éviter les inondations dans la vallée. Top là. Dites-moi à quel prix. Donc c'est négocié, comme quand on négocie un bon fromage. À quel prix êtes-vous prêt à nous faire cette technique et la mettre en œuvre ? À ce prix-là, top là, je vous paye. Par la voie contractuelle, dans les 5 ans qui viennent, on se donne un contrat. Allez-y les gars, et vous serez payés. Et là, les agriculteurs, en plus, ça leur fait un bon produit, parce que quand même, commencer à pratiquer ces formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, c'est quand même sans doute moins de perturbateurs endocriniens, moins d'antibiorésistance, moins de ce genre de choses, une plus grande diversité, réussiter les abeilles, ce genre de choses. Ils feraient un bon produit, donc peut-être qu'ils seraient mieux rémunérés par le produit, mais surtout, ils seraient correctement rémunérés par le service d'intérêt général, et le bon produit qui en résulterait serait évidemment beaucoup plus abondant, du coup, et du coup, pourrait être acquis beaucoup plus modeste. Oui, on peut concilier nourriture saine pour les consommateurs, même des couches modestes, et rémunération juste, rémunération décente d'agriculteurs fiers, droits dans leurs bottes, pas des mendiants, s'il vous plaît. Vous parlez donc de payer les services écosystémiques, donc de rémunérer les actions des agriculteurs pour l'environnement, mais en même temps qu'ils sont dans leur intérêt, selon les principes d'agroécologie. En ce moment, avec le podcast Poids Plume, on est en train de réaliser un documentaire sur les trognes. Est-ce que ça vous parle ? Sur les arbres paysans émondés et sur le bocage.
Est-ce que vous pouvez nous parler des actions qui sont réalisables avec ce type d'arbre Alors déjà, je plaide souvent pour moi, je dis paiement de services environnementaux et non pas services écosystémiques. C'est pas grave, mais je vous dis les raisons pour lesquelles. Services écosystémiques, pour beaucoup de gens, c'est compris comme l'abeille nous rend des services. C'est au sein des écosystèmes, ces êtres rendent à l'humain des services, et c'est bien l'écosystème qui nous rend ces services, on appelle ça service écosystémique. Moi, quand je parle de services environnementaux correctement rémunérés, c'est un service que nous rend l'agriculteur pour pratiquer une agriculture qui, elle, mènera un écosystème avec ses services écosystémiques. Mais c'est juste un problème de langage. Mais je vous dis tout de suite, quand les gens disent qu'il faudra rémunérer les services écosystémiques, il y a des gens qui veulent mettre un prix au carbone, ils veulent un mépris à du vivant. Il y a des dérives. Je sens qu'il y a chez certains veulent qu'on confonde. Ce n'est pas l'agriculteur qu'on va rémunérer, mais c'est vraiment on va mettre un prix au carbone. Et je sens comme les préludes d'une privatisation du vivant. On nous a déjà tellement eu avec les semences que je suis devenu hyper prudent. Donc ce n'est pas une précaution seulement de langage, que cette confusion est très fréquente. Et je ne fais pas ça que pour le plaisir de corriger. Alors effectivement, dans les services écologiques, je remets en avant les rôles des haies. Et dans le rôle des haies, il peut y avoir plusieurs strates. Il peut y avoir la strate herbacée, il peut y avoir la strate arbustive, il peut y avoir les strates, les hautes tiges. Et il n'est pas interdit d'émonder et d'avoir effectivement des arbres qui, effectivement, alors évidemment, on pense surtout des arbres fourragers, on pense le frêne, par exemple, dans certaines régions, où effectivement, les haies, les arbres, plutôt en clôture, rendent une multitude de services. Absolument. Alors, services écosystémiques, si on veut, mais ces haies nous rendent, oui, une multitude de services. C'est fertilisant, ça héberge des insectes, ça héberge des mésanges, ça héberge des carabes, ça peut être un arbre fourrager, ça peut nourrir des animaux. Et ça peut également permettre, avec la taille tous les 8-12 ans, de faire un usage dont vous avez parlé au tout début de notre interview, qui est de broyer les branches et d'en faire du BRF. Oui, quand je dis fertilisant, je pense que c'est BRF, très clairement. Donc. Oui, c'est un rôle fertilisant, il y a la chute des feuilles mortes, mais absolument, les hautes tiges sont singulièrement émondées, on fabrique du BRF et on contribue à la fertilisation. C'est beaucoup de carbone, le carbone de la photosynthèse de plusieurs années, enfin la poussée des hautes tiges, et c'est quand même aussi, puisqu'on les épand humides, il y a quand même la sève et les éléments minéraux qui sont là dans la sève à ce moment-là, très précis, ça joue un rôle fertilisant. Le côté délicat, c'est que vaut mieux le faire à un endroit où il y a plutôt eu des légumineuses, où le sol, où il y a déjà des bactéries qui ont fixé l'azote de l'air, parce qu'il y a un rapport, comme on dit chez nous, carbone-azote, où il ne faut jamais exagérer, mais même là-dessus, on commence à progresser, c'est-à-dire... c'est des champignons qui commencent à décomposer le bois bord avant que ne viennent s'incruster des champignons mycorhiziens. Mais il peut y avoir des multitudes d'interactions quand on commence une fertilisation avec du bois ramal fragmenté. Et même quand on dit qu'il y a une fin d'azote, c'est-à-dire on a mis trop de carbone et il y a une fin d'azote, en fait, si on regarde bien, c'est un manque de champignons mycorhiziens qui pourrait nous rendre être très utile à ce moment-là de la décomposition du BRF. Mais là, on progresse. Tout ça n'est pas forcément encore publié, mais on va beaucoup progresser. Oui. Donc, pour cette interview, j'ai sollicité les étudiants de l'ISTOM, l'école d'ingénieurs dont je suis issu. Donc, est-il possible de nourrir la population mondiale en 100% bio et extensif ? Mais je pense que vous êtes suffisamment étendu sur la question. Oui, mais je répondrai quand même parce que justement, je ne vais pas employer le mot extensif. C'est-à-dire que l'idée d'une agriculture bio qui serait extensive et aurait besoin de toujours plus de grandes extensions, aux dépens de la forêt congolaise, aux dépens de la forêt amazonienne, aux dépens de la forêt de Bornéo, si c'est ça l'agriculture extensive, elle aurait de moindres rendements et du coup il faudrait plus d'extensions pour nourrir la planète tout entière. Alors là, je suis contre. Donc moi je plaide pour une agriculture intensive, mais qui fait l'usage intensif de ce qui ne nous coûte rien, économe en énergie facile et ne détruise pas les pollinisateurs. Et là, effectivement, je me suis expliqué. Certes, en France, le passage au bio se traduit par une baisse de rendement, parce qu'il nous faut reconstituer de l'humus, il faut restituer des abeilles, il faut retrouver des coccinelles, des insectes auxiliaires. Il y a un équilibre qui a été détruit et il nous faudra peut-être 10-15 ans pour le retrouver. Mais d'ailleurs, dans le prix du bio, c'est plus le surcroît de travail qui est important, plus que la baisse de rendement. Mais il y a quand même une baisse de rendement, à l'exception de la permaculture, qui, elle, accroît d'emblée les rendements. Mais dans les pays du Sud, oui, il y a des quantités de lieux où on peut d'emblée accroître les rendements et la valeur ajoutée en faisant l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, en étant économe en énergie fossile et sans agrotoxiques. Ensuite, est-il possible pour les pays d'assurer leur autonomie alimentaire à plus de 70%? Alors, ce ne sera pas tous les pays et ce ne sera pas pour tous les produits alimentaires.
Il va de soi qu'un pays comme l'Arabie Saoudite assurait 70% de son alimentation. Ils avaient tenté un moment, mais en pompant dans des eaux fossiles, et faire de l'irrigation à pivot central. Ils ont heureusement, trop tardivement, renoncé. Mais non, l'Arabie Saoudite ne pourra pas à terme assurer 70% de sa sécurité alimentaire. Et ils ont le pétrole pour l'instant pour payer ces importations-là. Il ferait bien de faire attention. Le pétrole aussi, c'est fossile. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Des pays comme l'Algérie et l'Égypte, chez qui nous exportons nos surplus de blé de gamme, là je nuancerais davantage. Ils sont très fortement importateurs. Assurer 70% de leurs importations, je pense que ce serait possible. Pour l'Algérie, ça voudrait mettre fin aux jachères, parce qu'il y a encore beaucoup, en Algérie on l'oublie, mais il y a quand même des terres qui sont exposées au soleil en saison des pluies, qui ne sont pas cultivées, et qui pourraient très bien être cultivées en légumineuses. Et ça n'a rien à voir avec les conditions écologiques, puisque des paysans, quand ils faisaient avec la culture attelée, savaient cultiver des lentilles ou des légumineuses. Dans la rotation biennale, c'était blé et légumineuses. Et pourquoi, dans les grandes fermes, aujourd'hui, dans les domaines autogérés après l'indépendance, ou dans les domaines coloniaux à l'époque française, et aujourd'hui encore dans des grandes fermes capitalistes, pourquoi on continue de faire des jachères? Alors là, il faut évidemment un semis précoce pour le blé, pour qu'il puisse faire son enracinement avant l'hiver. Et les pluies d'automne sont quand même un peu capricieuses. Et du coup, il faut faire un semis le plus rapidement possible après la préparation du sol. Mais quand vous avez des milliers d'hectares à préparer pour un seul fermier, là, vous investissez dans un tracteur, des charrues, d'ailleurs des charrues à disque, pas les charrues de chez nous. C'est le dry farming importé des États-Unis, qu'avaient importé les Français quand ils étaient en Algérie. Et du coup, effectivement, ces gens-là, pour amortir le gros matériel, ils le font en mi-temps. Il y a une poignée où ils préparent le sol pour l'année d'après, en pleine saison des pluies. Et donc, il y a une sous-utilisation de l'énergie rayon du soleil et de l'azote de l'air. Tout simplement parce que pour amortir un gros matériel, si on devait faire la préparation du sol en 15 jours sur 10 000 hectares, le tracteur et le gros matériel seraient amortis que sur 15 jours, ce ne serait pas rentable. Donc les gens, du point de vue microéconomique, ont un raisonnement juste. Si je veux maximiser mon taux de profit, j'ai intérêt à amortir mon tracteur sur 6 mois, sur une demi-saison, en le faisant travailler plus longtemps, quitte à produire moins à l'hectare, puisque ça ne produira qu'une année sur 2. Donc, ça se présupposerait, ou plus exactement, ça aurait présupposé qu'à l'indépendance de l'Algérie, plutôt que de dire on fait des fermes autogérées, on maintient le contact, et ce sera des coopérateurs traités comme des ouvriers, et on continue avec les machines, on fait ce que faisaient les systèmes, le colonial français antérieur, on va essayer d'amortir la machine, le truc, et les petits félats qui sont battus contre les Français, qui ont fréquenté le FLN pour récupérer leurs terres, on va accomplir la promesse qu'on a fait, on va leur donner leurs terres, on fait une réforme agraire, il y a une agriculture paysanne. Les agricultures paysannes, on a vu ça, la décollectivisation en Chine, la décollectivisation au Vietnam, tout de suite, un boom de l'agriculture, ces pays sont devenus déficitaires, excédentaires. Le Vietnam exporte du riz aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il était extrêmement déficitaire. Donc le passage d'une agriculture soit socialiste planifiée, bêtement, soit capitaliste, gros matériel et autres, à une agriculture paysanne avec des gens qui sont prêts à travailler plus pour gagner plus, plutôt que d'aller rester au chômage ou de tenter de traverser la Méditerranée pour rejoindre des bidonvilles, on sait que c'est hautement productif. Cette réforme agraire, elle n'a pas eu lieu en Algérie, elle a été proclamée, on en a fait des domaines autogérés qui ont fait les mêmes systèmes avec la même comptabilité que les domaines coloniaux français. Et aujourd'hui, quand ça a été privatisé, on continue pareil. Donc, même en Algérie, on pourrait déjà supprimer les jachères et on retrouverait une grande autonomie ouvrière. Alors, en Égypte, évidemment, où ce n'est que des oasis, là, le long du Nil, ça paraît plus difficile. Mais en même temps, est-ce qu'il faut produire autant de coton pour l'exportation en Égypte? Et est-ce qu'on ne retrouverait pas davantage de souveraineté alimentaire en exportant moins de coton? Donc là, c'est un choix qui reste encore, qui n'est pas que technique. Voilà, ma réponse, et même si c'est difficile d'arriver à 70% d'autonomie alimentaire dans des pays comme ça, sachez que déjà le choix, ils sont en dessous des 70%, c'est pas que des choix techniques, c'est aussi des choix politiques. On a privilégié le coton plutôt que les cultures vivrières, ou on a privilégié le gros matériel plutôt que de mettre au travail des félats qui s'étaient battus pour leur indépendance. Après, dans les autres pays, Afrique du subsaharienne et autres, alors là, avec l'agroécologie, c'est pas 70%, là, c'est 100%, avec l'agroforesterie. Vous savez, dans le Kerala, en Inde, on est à 300 habitants au kilomètre carré sur des collines comme ça. Et on a l'impression d'être en forêt, ce n'est que de l'agroforêt. Tous les arbres sont utiles. Et ils ont leur autonomie vivrière, c'est les endroits où la sécurité alimentaire est la mieux assurée, c'est le Kerala.
les micro-fermes agroécologiques ont-elles un avenir en France et dans quelles conditions ? Alors, les fermes agroécologiques en France ont un avenir. Il a dit les micro-fermes. Les micro-fermes, oui, je pense à ces micro-fermes type permaculture, on va dire, par exemple, qui pratiquent la permaculture, ont un avenir à la condition d'accepter le surcroît de travail du début. Et une série de succès-échecs, succès-échecs, succès-échecs. C'est-à-dire que là, on peut avoir des principes tels que je les ai évoqués, et en particulier des choses que j'ai peu évoquées, mais l'utilisation d'insectes auxiliaires, c'est-à-dire, j'ai dit, on n'utilisera pas les produits en cide, on ne va pas éradiquer, et du coup, on va vivre avec les ravageurs, on va minorer les ravages, on va minorer la prolifération, donc association de culture, bien sûr, c'est-à-dire qu'un ravageur d'une espèce, pour rejoindre la plante de la même espèce, elle a 10 barrières végétales à traverser peu accueillantes, il n'y arrivera pas. Donc, il n'y aura pas de prolifération. Puis le choix de variétés tolérantes, issues d'une sélection paysanne, ça je l'ai déjà évoqué. Et ensuite, on peut choisir aussi des plantes répulsives et attractives. On va mettre des plantes attractives des insectes ravageurs à l'extérieur de la parcelle. Et au sein même de la parcelle, on essaie d'associer. Et puis à la rapcha, il y a des plantes répulsives pour tel insecte, attractives pour tel autre, et on peut les associer. Alors là, honnêtement, moi l'agronome, je ne suis pas capable de donner des leçons sur tous les agroécosystèmes. Et là, il y a de l'expérience paysanne. Et du coup, ce qui est vraiment difficile pour ces micro-fermes en agroécologie, on peut s'inspirer de ce qui a réussi chez ceux qui ont réussi. Je prends la ferme du Bec et Loin, par exemple, qui est quand même un excellent prototype, mais pense qu'on va transférer ce qui fait un Bec du Bec et Loin ailleurs. Non, c'est les principes qu'on peut transférer, mais il y a quand même toute une phase d'expérimentation où vous faites singulièrement travailleur, parce que dans un premier temps, il y a quand même beaucoup d'herbes adventices, c'est comme du travail manuel. Le moment où c'est bien la plante cultivée qui va faire de l'ombrage à la plante adventice, parce qu'il n'y aura plus de travail du sol, il n'y aura plus rien de tout ça. Et dès qu'il y a une plante qui est récoltée, hop, on en remet tout de suite une autre. Ça, évidemment, c'est moins de travail. Mais avant d'y arriver, il y a quand même beaucoup de boulot. Il faut aménager ce qu'ils appellent les billons. C'est souvent d'ailleurs des planches qu'ils appellent billons. Et là, il y a un avenir, mais un peu tardif. Et pour ce qui est de fermes, alors ça, c'est pour les micro-fermes. Mais quand même, il faut, dans un premier temps, accepter ce surcroît de travail qui est quand même très mal rémunéré au début. Après, souvent, c'est rémunéré à un prix d'un produit bio. Souvent, les gens associent une deuxième activité, circuit court, commercialisation. Ils diversifient leur métier. Les gens qui réussissent le mieux, c'est des gens qui sont plutôt groupés. Et alors, par contre, la question qui m'est souvent posée, c'est pas les micro-fermes. Du coup, c'est est-ce qu'on peut s'inspirer de ça pour des fermes de plus grande taille ? Et là, ce sera jamais aussi parfait. Mais quand même, oui, moi j'ai vu des grandes fermes où on a commencé une exploitation céréalière où désormais il y a de l'élevage laitier. Alors, c'est de l'élevage de brebis, mais où il y a de la luzerne, du coup, pour le fourrage, il y a de la paille pour la litière, il y a le fumier du coup pour les cultures céréalières et les cultures industrielles. Et sur une ferme de 200-250 hectares où il n'y avait qu'un actif, maintenant il y en a 3. Et y compris la transformation fromagère et l'astreinte de la traite, matin et soir, elle existe, mais on est substituable, on peut avoir des week-ends, on peut avoir des vacances. Oui, il y a des formes, sans aller très loin, dans l'usage intensif des ressources dont je parlais, etc., il y a des fermes quand même qui démontrent qu'on peut être en transition et que c'est intensif en emploi, sans démembrer la ferme, sauf qu'on crée plus d'emplois sur la ferme d'une même dimension, qui est déjà de grande dimension. Il y a un avenir. Y a-t-il des retombées potentielles pour un modèle d'agriculture urbaine ? Alors la question, effectivement, chaque fois qu'on parle d'agriculture urbaine, c'est de quoi on parle ? Il peut y avoir des formes d'agriculture urbaine, et plus encore, j'allais dire périurbaine, mais proches, on va dire, des marchés des consommateurs, où on peut faire d'excellents produits, vendus en vente directe, soit parce que c'est une AMAP, Association du maintien d'agriculture paysanne, soit c'est une boutique paysanne, avec les gens qui vont se déplacer pas trop loin pour acheter leurs légumes en circuit court, à un prix élevé, sans passer par la grande distribution, et une très grande diversification de produits dans la boutique paysanne ou dans le panier paysan. Je dirais il y a des formes d'agriculture urbaine pour des consommateurs urbains qui d'ailleurs ne vont pas consommer forcément plus cher puisque justement toute la marge de la grande distribution a disparu. Parfois même c'est les urbains qui préfinancent cette agriculture, c'est-à-dire quand c'est les AMAP, les associations de maintien pour l'agriculture paysanne, et il y a quand même de très belles expériences qui ont réussi. Donc là je suis pour. Le petit danger, c'est où vont être les terrains. Donc parfois on trouve des terrains qui n'ont pas été préalablement pollués. Mais quand on commence à chercher des polluants sur des friches industrielles, vérifions s'il n'y a pas eu des métaux lourds. Et même quand on commence à faire, ça c'est plus à l'anglaise, tous les Anglais ont toujours un petit jardin devant la maison, accessible à la rue sans qu'il y ait de barrière.
Et c'est vrai qu'il y a des endroits réussis, on voit des légumes et ils ne sont pas systématiquement volés. Là, quand même, c'est parfois pollué par le plomb. Les véhicules, parfois, contribuent à polluer en plomb. Donc, ça peut être bio dans le sens respect du cahier des charges, mais quand même riche en métaux lourds, c'est pas génial. On découvre que sur les toits de l'AgroParisTech, aujourd'hui, on fait des légumes, la pollution est bien moindre. Donc oui, pourquoi pas végétaliser tout un grand nombre de toits et vendre en circuit court ces produits. Et puis pourquoi pas, du coup, recycler, pas seulement le marc de café. D'ailleurs, je vois que je ne vous ai pas servi de café, mais ça ne saurait tarder éventuellement. Mais moi, mon marc de café, ça fertilise mes petites plantes qui sont là, c'est pas grand-chose. Vous avez vu que j'ai pas de mini-compostière. Mais enfin, c'est quand même pas très difficile dans des bars HLM d'avoir des mini-compostières et de pratiquer une agriculture urbaine sur les toits non pollués. Ça crée, je leur rends souvent hommage à ce type d'agriculture, les jardins ouvriers d'autrefois qui sont devenus des jardins partagés, les initiatives de cette nature-là, je leur rends souvent hommage, non pas pour la qualité du produit, mais parce que ça crée un lien social absolument fabuleux. Et ça, c'est quand même vrai que pour des urbains, retrouver un peu de nature, retrouver un lien social, retrouver quand même la difficulté du vivant, les aléas liés au vivant, à ce genre de choses, et du coup, être plus astucieux dans l'association de parents d'élèves pour réclamer une alimentation bio et ce genre de choses, on est quand même plus à l'aise de revendiquer une alimentation bio quand on est parent d'élèves et en pratiquer soi-même une forme d'agriculture un peu plaisante, un peu prototype, qui peut prêter à sourire. Mais quel lien social, ouais. Et alors les jardins partagés, quand ça permet à des gens qui ont été licenciés ou qui sont en chômage partiel d'avoir un revenu complémentaire et de s'interroger droit dans leurs bottes, on a été licencié, on est moins que rien, et de se dire non, on peut produire, et pourquoi on a été licencié, et continuer d'être revendicatif. Enfin, je veux dire, l'agriculture urbaine peut jouer un rôle absolument considérable. Maintenant, si vous me dites que l'agriculture urbaine, c'est faire des maisons à 6 étages, où il y aura des légumes produits avec des LED, des lumières, où on a choisi, alors effectivement, dans le progrès, on sait aujourd'hui les exigences, différentes ondes de lumière pour les différents légumes et ce genre de choses. Si c'est ça qui va nourrir la planète, je vous dis tout de suite que non. Et j'ai une préférence quand même encore pour l'utilisation intensive des rayons du soleil que de ces lumières en question. Et puis, de toute façon, ça ne concerne qu'un certain nombre de légumes feuilles, légumes fruits. Mais je veux dire, c'est toujours un peu les mêmes légumes. Non, cette agriculture urbaine-là, c'est sympathique à voir. Tous les prototypes, de toute façon, tout progrès de montrer à travers une agriculture qu'il y a des plantes qui peuvent se satisfaire que de telles longueurs d'onde, moi, ça m'intéresse, scientifiquement parlant, oui. Oui, pour ma curiosité, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas l'avenir de la planète. L'utilisation d'hydro-rétenteurs dans les pays du Sud est-elle une bonne idée ? Rétenteur. Alors, le meilleur hydro-rétenteur, ça reste l'humus. D'accord. ça a le mérite d'être clair. Dans un contexte de déprise agricole menant aux agrandissements des SAU, comment diversifier les territoires agricoles ? Dans les zones de déprise agricole, alors là, très clairement, on est dans des zones, effectivement, pour des raisons multiples, l'éloignement des marchés, l'éloignement de la route, l'éloignement de choses de ce genre, et puis souvent des zones un peu montagneuses, climatiquement pas favorables. On ne parvient plus à être compétitif avec les produits issus de l'agriculture industrielle. Alors les quelques régions qui s'en sont tirées, avec une agriculture diversifiée, sont celles qui très tôt ont établi des appellations d'origine protégée. Oui, il y a bien dans des régions difficiles d'accès, difficiles d'un point de vue climatique, où il y a une agriculture diversifiée et qui répond à un cahier des charges. Et eux, très clairement, c'est parce qu'ils ont la qualité du produit. C'est comme ça qu'ils sont parvenus à maintenir, pas ressusciter une agriculture diversifiée, mais à maintenir une agriculture diversifiée sans déprise agricole. Maintenant, dans les autres régions, aujourd'hui, sur le tard, refaire comme ce qu'ont fait ces gens du comté qui font un fromage au lait cru, etc., et autres, ils sont correctement rémunérés dans des zones de déprise agricole, ça présuppose quand même une appellation terroir, mais le problème, c'est que les appellations terroir, c'est pas seulement le terroir, c'est les savoir-faire qui étaient liés à ce terroir. C'est-à-dire que le fromage comté, c'est pas seulement le climat du comté, c'est la transformation fromagère, artisanale, héritée. Et là, souvent dans les régions de déprise agricole, c'est dans des régions qui ont tenté l'agriculture industrielle et se sont révélées pas compétitives, abandonnent les parcelles et qui reviennent au loup.
Et aujourd'hui, c'est les loups qui reviennent dans les zones de déprise agricole, il nous faut être très clair. Et même commencer à essayer dans les zones d'alpage, faire des élevages de moutons alors que revient les loups, on connaît les conditions extrêmement difficiles. Là, très honnêtement, si on ne rémunère pas les gens très correctement pour des services environnementaux, mais là, c'est bien plus cher que seulement la haie, que le bois est mal fragmenté, l'élagage et ce genre de choses. Là, on leur demande un service de mettre fin à la déprise, de remettre en culture, avec une agriculture diversifiée. Et s'ils ne sont pas très correctement rémunérés, jamais les produits de cette agriculture, qui va leur exiger beaucoup de travail, pourraient être correctement rémunérés. Et le surtravail risque de ne pas être rémunéré. Alors, malheureusement, désolé, là, il y a déjà, mon premier truc, c'est enrayons l'exode rural. Plus de nouvelles déprises, et essayons de voir si avec les savoir-faire existants, on ne pourrait pas faire un bon produit, un terroir, un bio, un label, ça c'est pour le produit, et rémunérer des services environnementaux pour que ce ne soit plus la déprise agricole. Mais oui, il y aura des haies, ce sera quand même des services environnementaux, oui. C'est la seule méthode. L'État peut-il organiser une transition vers une agriculture post-pétrole ? C'est urgent. Pas d'engrais azotés de synthèse. Alors, le post-pétrole pour l'agriculture, si on regarde, le plus urgent, c'est d'éviter les engrais azotés de synthèse, très coûteux en pétrole ou gaz naturel, et produits pesticides. Et en troisième lieu, évidemment, les carburants, des tracteurs et des moissonneuses batteuses. Mais il faut savoir que le carburant, ça ne vient qu'en troisième position. Donc le plus urgent, c'est les légumineuses. Mais l'agriculture de conservation, celle qui fait moins de labour, etc., économise quand même des carburants de tracteurs. Je n'ai pas un discours contre l'agriculture de conservation, et notamment si elle parvenait, tout en ressuscitant les vers de terre, à ne pas mettre de glyphosate, c'est-à-dire à arriver, non pas à éradiquer les mauvaises herbes, mais à empêcher leur prolifération, c'est-à-dire passer d'être et dans la conservation et dans le bio, il y a des techniques alternatives. Mais de nouveau, c'est la diversification et les légumineuses. Si vous pouviez créer un projet agroécologique idéal, qu'est-ce que vous feriez ? Alors, il n'y aurait évidemment pas un projet unique. Le projet unique, plutôt, prendrait en compte les considérations agroécologiques et socio-économiques locales. On pourrait faire, par exemple, un Grenelle de l'agroécologie, avec la participation des consommateurs, la participation des associations environnementales et bien évidemment la participation des paysans, les différents syndicats, et puis toutes les initiatives, les AMAP, les parents d'élèves. On mettrait tout le monde là-dedans pour définir à l'échelle locale, en s'inspirant déjà peut-être d'expériences aujourd'hui qu'on appelle les plans d'alimentation territoriaux, la commande publique, qui à mon avis peut être un excellent levier dans un premier temps, pour commencer à financer cette transition. La commande publique pour les établissements. Alors c'est compliqué parce que souvent les écoles, il y a des vacances, donc ça fait quand même un marché lucratif pour des produits, mais qui sont d'une agriculture qui tient compte des vacances scolaires. C'est un peu étrange. Mais ça peut être un excellent levier. Et on définirait très clairement les besoins alimentaires, alimentation saine, pour les consommateurs du public, pour les consommateurs du privé, et là plutôt les circuits courts et la petite distribution, pas la grande qui risque, on va l'inviter quand même à ce Grenelle, mais on sait qu'elle va jouer son rôle de lobby, que ça va aller à l'encontre. Mais il faut quand même que dans ces Grenelles, il y ait les contradicteurs, ne serait-ce que pour les mettre en difficulté, en disant mais vous semblez travailler pour votre profit, pas pour l'intérêt général. Là. Sauf que là, maintenant, c'est l'intérêt général, ne l'oubliez pas. Donc s'il vous plaît, on sait ça maintenant, on est dans le vrai. Mais il faudrait qu'il y ait suffisamment de représentants autres pour commencer à définir localement de quoi a-t-on besoin en alimentation pour une alimentation saine, de quoi on a besoin pour la lutte anti-érosive, de quoi on a besoin pour empêcher l'érosion, de quoi on a besoin pour ressusciter les abeilles, de quoi on a besoin pour ne pas fertiliser les algues vertes. Selon les régions, les réponses vont être très différentes. Et on intégrera à coup sûr dans ces discussions est-ce qu'il nous faut des travailleurs français, roumains ou équatoriens. C'est-à-dire le surcroît de travail et de la correcte rémunération, comment on fait ? On fait dans l'illégal, on fait dans légal, mais seuls les Roumains accepteront, ou est-ce qu'on accepte que les gens soient correctement rémunérés ? Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas rémunérer les services environnementaux ? Et de tous les services environnementaux qu'on vient d'évaluer, lequel est le plus urgent et lequel doit-on rémunérer et à quel prix ? On commencerait par un Grenelle de l'environnement qui serait vraiment territorialisé pour qu'on puisse désormais avoir des paysans correctement rémunérés, droits dans leurs bottes, pas seulement par le supplément de prix du produit, mais parce qu'ils sont rémunérés pour les services d'intérêt général, qui ont été préalablement négociés, y compris le prix.
on pourrait peut-être avancer. Et là, on leur dirait, vous savez, c'est 9 milliards d'euros quand même tous les ans qui sont déversés. Et ça pourrait être utile pour faire ce que vous êtes en train d'élaborer là. Plutôt que de subventionner à l'hectare, on ferait ce que vous proposez. DAC ou pas DAC? Alors la grande distribution dirait pas DAC. Et les autres, plus nombreux, diraient allons-y. Et moi je serais là. J'applaudirais. Voilà mon projet. Vous avez le droit de dire doux rêveur, monsieur Dufumier. Vaste projet plutôt. Non, sans la société civile, sans changement de rapport de force, éventuellement avec un peu de désobéissance civile quand même, après avoir été hyper prudent sur le sujet, on n'arrivera pas à changer. C'est pas le discours d'un scientifique qui va changer l'histoire. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes agriculteurs qui veulent se lancer dans l'agroécologie? Le message, c'est presque celui que je viens de dire. Là. Jeunes paysans, consommateurs, défenseurs de l'environnement, même combat, on va gagner. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle? Alors, j'en ai pas vraiment une. Moi, ma première recommandation culturelle, j'en ai déjà un petit peu parlé. Quand je vous ai dit que c'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont initié à l'agroécologie, très honnêtement, c'était la première leçon. Et c'était vraiment une leçon. Votre cultural, c'est nul. Respectez notre culture. Et peut-être que vous changerez de culture. Vous passerez de l'agronomie à l'agroécologie. Vous deviendrez un scientifique et pas un missionnaire. Alors aujourd'hui, je dirais culturellement, c'est ça, de choses comme ça dont il faut s'inspirer. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de livres, et du coup, j'en citerai pas un seul. Mais vous regardez, et il n'y a pas que les miens, bien sûr, mais vous regardez tous les films, tous les documentaires, tous les films qui portent sur l'agriculture. Ça va évidemment de Demain, ça va de Marie-Monique Robin, ça va des livres sur la permaculture. Il y a énormément de livres portant sur la permaculture aujourd'hui. Puis il y a quand même un 3 tomes aujourd'hui de la ferme du Bec et Loin qui est quand même très riche. On peut penser tout ce qu'on veut de la ferme du Bec et Loin, mais comme excellent prototype, comme leçon concrète de gens qui étaient des matelots et qui sont devenus fermiers et astucieux avec succès et échec, et puis quand même une utilisation des réseaux sociaux, Internet et autres, qui ont su combiner l'empirique avec la science et ce genre de choses. Moi, culturellement, j'ai envie de dire, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de films documentaires et beaucoup de livres qui portent sur comment mettre fin à la faim dans les pays du Sud, comment assurer une alimentation saine chez nous, comment ressusciter les abeilles. Alors après, parfois c'est jargonneux, l'agriculture régénératrice, les arbres communiquent entre eux. Alors c'est vrai que oui, le champignon mycorhizien qui va d'une plante vers une autre, les éléments minéraux ont communiqué, la plante qui appelle l'abeille. Moi, j'aime pas beaucoup la façon dont certains pour séduire. Parce que culturellement, on joue sur les cultures des uns et des autres. Moi, le scientifique, je suis soucieux par rapport au grand public de ne pas trahir la pensée scientifique, mais de rendre accessible au grand public. J'observe que beaucoup de scientifiques, par contre, ont écrit des bouquins dans lesquels on voit la plante, elle appelle la coccinelle. Non, la plante n'a pas appelé le coccinelle. C'est un gaz volatile qui fait que la coccinelle a été attirée par ce gaz et est allée s'attaquer au puceron qui avait piqué le trou par lequel est sorti le gaz volatile. Là, moi, culturellement, je conserve ma culture scientifique. Mais tous ces livres qui démontrent qu'il y a déjà des choses extraordinaires qui se font et qu'il y a des fondements scientifiques à ça, il y a des agriculteurs qui le pratiquent déjà. Et bien du coup, c'est vrai que la question qu'on se pose tous après ça, c'est qu'est-ce qu'on attend collectivement parlant? Est-ce qu'on ne pourrait pas être solidaires enfin, paysans, environnementalistes, consommateurs, tous unis, même combat, on doit gagner. Où peut-on en apprendre plus sur votre travail? Aujourd'hui, je pense que ça devient plus les réseaux, les YouTube et tout, même si moi, j'anime aucun réseau. D'ailleurs, c'est mieux comme ça, parce que j'observe que c'est des réseaux autres. Ça peut être les AMAP, ça peut être les FNAB, ça peut être beaucoup de gens, souvent des gens qui m'ont déjà invité dans des conférences. Après, effectivement, j'écris, vous avez cité des tribunes dans le monde, j'ai écrit plusieurs bouquins. Mes 3 derniers bouquins sont des grands publics. L'altère à l'assiette que vous avez là, l'agroécologie peut nous sauver, ou Faim au nord, malbouffe, malbouffe au nord, faim au sud, malbouffe au nord. Ça, c'est des ouvrages grand public dans lesquels j'essaye de rendre intelligible
Moi, je ne vous cache pas, effectivement, en n'essayant pas d'être séducteur, comme je racontais, je ne dis pas la plante appelle la coccinelle, comme s'il y avait... J'essaie de ne pas être anthropomorphique, c'est-à-dire lui prêter des sentiments ou de l'intelligence. Les animaux peuvent... Déjà, quand on parle du bien-être animal, souffrance et intelligence, c'est deux choses très différentes. Et quand j'entends l'intelligence des plantes, j'ai envie de dire, vous expliquez très mal. Je comprends ce que vous dites, là, vous les scientifiques. Moi, au moins, je comprends ce que vous leur dites. Mais je pense que pour le grand public, laisser entendre que la plante, elle est intelligente, parce qu'elle a appelé la coccinelle, est-ce que ça aide vraiment le grand public à respecter l'écosystème, la plante, l'animal ? Moi, je pense que ça peut même aboutir aujourd'hui à des dérives sectaires. C'est-à-dire qu'on a dans nos domaines de gens bien intentionnés, des gens qui après se disent non, c'est l'agriculture de conservation qu'on va opposer au bio, deux sectes. Non, c'est l'agriculture régénératrice contre l'agriculture ceci, deux autres sectes. Et l'agroécologie, certains voudraient en faire une nouvelle secte. Alors ça, culturellement parlant, si on pouvait s'éviter ces propos sectaires, alors c'est là où moi j'essaie de moins jouer sur la séduction. Quand je fais des conférences, je joue quand même sur la séduction. J'ai des quantités d'anecdotes et j'ai décidé de mettre les rieurs de mon côté. Tout pédagogue fait ça. Mais que quand même il y ait de la part de ceux qui écoutent, même quand ils sont momentanément séduits et se mettent à rire, est-ce qu'il est en train de nous embarquer ou est-ce qu'il reste scientifique ? Donc il peut y avoir de l'émotion, il peut y avoir de la séduction, mais il faut quand même pas déraper sur « je vous demande de me croire ». Et ce sera plus sympa. Malheureusement, très vite, des gens, parce qu'ils ont réussi, pensent qu'il n'y a que leur solution qui est la bonne. Et ça y est, de nouveau, il y a le bon, le mauvais, et on devient missionnaire. Là, je suis très, très alerté là-dessus. Je mets en alerte face à ces dérives. Si vous pouviez voyager dans le temps et vous rencontrer vous-même, rencontrer le Marc Dufumier âgé de 16 ans, qu'est-ce que vous lui diriez ? Alors je lui dirais à ce Marc Dufumier il y a 16 ans, quand on lui a fait ramener une bouteille de lait concentré en classe terminale pour mettre fin à la faim en Inde, eh bien mon pote, la charité, c'est pas ça qui va mettre fin à la faim. Ta boîte de lait concentré, elle a servi à rien, sauf que peut-être ta première intuition, est-ce que quand même il pourrait pas y avoir des métiers, et pas seulement le métier d'agronome, qui peuvent faire en sorte que, proverbe chinois, ne lui apporte pas un poisson, apprends-lui à pêcher, ou crée les conditions pour que la pêche soit bonne et durable, parce qu'il faut rajouter le durable, alors sache, mon pote, qu'il y a encore beaucoup à faire. Et que même si on va utiliser des savoir-faire paysans déjà très anciens, on va remettre la haie, on va remettre les animaux sur la paille, on va refaire du fumier, on va réembocager, le c'est pas du tout un retour en arrière. Nos grands-mères ne savaient pas ce que c'était les champignons mycorhiziens, ils ne connaissaient pas les phéromones qui attirent les coccinelles. Et alors là, mon pote, tu as 16 ans, que ce soit en faisant sur le terrain tes études, par toi-même, dans la pratique, ou que ce soit parce que tu as décidé d'être scientifique et faire des études dans les sciences fondamentales, dans les deux cas, sache mon pote que tu as un métier, on peut mettre fin à la faim dans le monde, on peut nourrir bien plus de 10 milliards d'habitants avec une agriculture qui relève de l'agroécologie. Vas-y, n'hésite pas, tu peux foncer, le métier est passionnant. Juste un truc, attention, la rencontre interculturelle, c'est quelque chose qui mérite un investissement. C'est difficile, c'est un vrai plaisir qu'on arrive à les faire monter, mais quand ces différences interculturelles, on en fait des sectes, on en fait des dogmes, et on commence à s'autoproclamer ange et les autres diables, alors là on a dérapé. Donc oui, il y a beaucoup de progrès, il faut juste être très 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 prudent, qu'on semble avoir réussi, et puis qu'on croit avoir compris pourquoi on a réussi. On n'a pas à devenir missionnaire, mais par contre, allons-y, on échange, et c'est logique que les gens en fassent, essaient de nous mettre dans nos retranchements, accepte la contradiction, mon pote. Et enfin, la dernière rubrique de cette interview, de cet hybride entre cours en amphithéâtre et interview, c'est est-ce que vous avez une suggestion d'invité ? Et une personne qui serait pertinente pour venir parler dans le podcast Poids Plume. Une suggestion d'invité pour le podcast Poids Plume. Il y en aurait quand même beaucoup. Si vous voulez un débat qui présente l'agroécologie d'un point de vue spirituel, éthique, Pierre Rabhi mérite encore le détour. Et si vous avez toutes les adresses mail, il n'y a aucun problème. Ça, on peut trouver. Pierre Rabhi vous présentera l'agroécologie comme une éthique de vie, une expérience paysanne, et quand il vous parlera de l'humus, il vous fera l'étymologie avec humus, ça a à voir avec humain, humanisme, humanité. Alors que Marc Dufumier, quand il parle d'humus,
C'est un savant mélange carbone-azote, le carbone de la paille avec l'azote de l'urine. Voilà, donc c'est quand même deux façons un peu différentes de parler de l'agroécologie. Et nous concluons souvent pareil. Donc, justement, quand je disais mon pote, pas de sectarisme, culturellement, on peut parler différemment de la même chose. On a le droit de mettre les gens dans du retranchement. Et interrogeons-nous sur pourquoi de la même chose on parle différemment. Et écoutons-nous. Ça, c'est quand même une des leçons que je dis à un jeune de 16 ans aujourd'hui. Et ben, je crois que là, vous auriez Marc Dufumier, Pierre Rabhi. Je ne sais pas comment ils font pour s'entendre, mais ils ne parlent pas du tout pareil. Si on cherche en agroécologie des gens de pratique, ils sont disponibles, mais ils ne font plus de cours de formation. Ils sont un peu dénoncés parce qu'ils ont un peu été présentés comme donneurs de leçons. Et c'est vrai qu'ils ont pratiqué l'agroécologie dans des circonstances très particulières, mais de sols qui étaient quand même très peu fertiles. C'est quand même la ferme du Bec et Loin. Pierre et Hervé Guyère, leur nom, mais je trouverai l'adresse email sans problème. Et là, vous aurez des gens qui vous parlez d'agroécologie, plus particulièrement de permaculture, de leur pratique, mais comment ils se sont inspirés d'agroécologie. Et elle vous parlerait même, parce que c'était un peu lui qui était dans la pratique, enfin les deux étaient dans la pratique et dans la théorie, mais elle était d'une curiosité sur les réseaux Internet absolument fabuleux, dans toutes les langues possibles et imaginables, depuis Fukuoka jusqu'à... elle vous racontera les premiers inspirateurs de la permaculture, avec des expressions que moi je n'emploie pas, agriculture naturelle, alors que moi je vous ai montré au contraire que c'est très anthropisé, très aménagé, très mis en valeur, pas exploité, je n'emploie pas le mot exploitation, j'emploie le mot mise en valeur. Donc ça ferait déjà 2 personnes. Si vous cherchez des gens qui parleraient plus volontiers, cette fois politique, le personnage idéal, mais il est rarement disponible, ce serait quand même Nicolas Hulot. Il vient de sortir une bande dessinée sur son combat écologique. C'est une bande dessinée qui mérite d'être lue parce qu'il y a dessiné dans la bande, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Dufumier qui dîne avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert et qui a 2 doigts de vomir après tellement le repas était mauvais. Non pas parce que c'était Nicolas Hulot qui avait invité, mais parce que Stéphane Travers avait été odieux. Mais il y a la bande dessinée qui raconte ça, et ça veut quand même dire que Nicolas Hulot a vécu aussi. C'était lui qui a invité Nicolas Hulot dans un restaurant bio pour que j'essaye de convaincre le ministre que quand même l'agroécologie avait des fondements scientifiques. C'était peu de temps avant sa démission. Mais là, vous auriez quand même un vrai témoin de combien les combats sont difficiles. Et ce serait un point de vue qui ne serait pas celui ni de Marc Dufumier, ni de Pierre Rabhi, ni de la permaculture du Bec et Loin. Mais à mon avis, il ne sera pas disponible. Alors, il faudrait chercher à la Fondation Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, alors vous n'aurez jamais accès à son courrier électronique direct, ni à son téléphone direct. Ça, je vous le dis tout de suite. Et donc, les intermédiaires vous répondront que c'est très intéressant ce que vous envisagez de faire. Il partage complètement votre point de vue, mais il n'a pas le temps. Ce qui est d'ailleurs fort vrai. C'est jamais qu'une question de disponibilité de temps. C'est surtout lui qui a été quand même... il a accepté d'être manipulé, je veux dire, en acceptant d'être ministre. Donc il voit bien comment les forces essayent de... Moi, j'ai jamais ou alors très peu de temps, dû devoir avaler des couleuvres. Ça, c'était la liberté de l'enseignant-chercheur. Quand vous commencez accepté d'être ministre en espérant faire avancer quelques dossiers, il y a bien un moment où pour faire avancer les dossiers auxquels vous tenez, vous êtes moins regardant sur l'autre et hop, il vous fait avaler une première couleuvre, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'on démissionne. Et il a démissionné dans les conditions d'un lobbyiste qui s'était présenté dans une réunion interministérielle où ce lobbyiste n'avait rien à faire et il n'avait pas été invité. Donc c'était... Voilà, et ça pourrait vous en parler, mais je pense justement... Après, d'autres combats, mais qui ont rejoint ça, parce que j'ai pas dit dans ma présentation, mais j'étais président de la plateforme pour le commerce équitable, si je l'ai dit dans ma présentation ou pas, non, j'ai oublié. Donc j'étais président de la plateforme pour le commerce équitable, qu'on appelle Commerce Équitable France, pendant 7 ans. Et donc c'est jusque l'an dernier, donc ça fait quelques mois que je n'en suis plus président. Et du coup, c'est pas moi qu'il faudrait aller voir, mais ce serait éventuellement la déléguée générale, Julie Stroll. Mais la relation entre paysans correctement rémunérés, revenus décents, d'un commerce équitable qui avait d'abord été conçu pour des produits du Sud,
Le chocolat labellisé équitable, pour que le producteur de cacao soit correctement rémunéré sur ma tablette de chocolat. Celle que je peux vous offrir avec le café, c'est labellisé équitable, et donc le surcoût de ma tablette de chocolat revient bien, je fais de la charité. Alors la question c'est, est-ce que le surcoût que je paye sur ma tablette de chocolat fait que le type là-bas prend le pouvoir, l'empowerment comme on dit dans notre anglais d'aujourd'hui. Et en principe ça sert à ça, le commerce équitable. On est parvenu au cours des dernières années là à ce qu'il puisse y avoir des produits français labellisés équitables. Et du coup, pour Biolay, pour tout, c'était des opportunités de choses intéressantes. Mais à chaque fois, comme toujours, c'est un peu comme la désobéissance civile, soyons vigilants. Est-ce que c'est pas rattrapé ? Est-ce que ça n'a pas d'autre usage éventuellement ? Est-ce qu'on n'est pas en train de tomber tout simplement dans le « je retire toutes mes lois et je ne respecte plus la démocratie » ? Là, c'est... Est-ce que derrière le équitable, c'est vraiment toujours équitable ? Est-ce qu'on va au fond de ce qui est proclamé ? Est-ce que la certification par la tierce partie, qui sont ces tierces parties ? Et puis, c'est pas encore un label public, c'est y compris des labels privés. Alors, d'autres demandent la reconnaissance publique, et ça, c'est un gros débat. Ça fait déjà 4-5 personnes pour lesquelles... Alors, vous me rappellerez ça dans un mail pour que je donne leur mail, parce que c'est souvent ce que je fais. C'est pas mal. Je vous fais la réponse, je mets dans les trucs, ça apparaît, puis je reprends, je recopie. Ça m'évite de passer du temps à chercher. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Marc Dufumier. Je vous offre du coup un café, une bière, un truc. Oui. Comment ? Un café sera très bien. Café. Merci. Et voilà, cet épisode de Poids Plume est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Dans le prochain épisode, nous serons avec Quentin Ovise, ostréiculteur à l'Étang-de-Thau, à Metz, près de Sète. Avec sa femme Emmeline, ils ont gagné en 2020 la médaille d'or du concours général agricole avec leur délicieuse huître Moana. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et Poids Plume Podcast. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!